Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est une belle séance d'information qu'on a aujourd'hui. Je suis contente de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le Conseil des industriels laitiers en partenariat avec les producteurs de lait du Québec et l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. C'est un sujet de très grande actualité. Bienvenue. Je suis Guyane Perron, directrice des communications pour le CILQ depuis 2021 et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Je vais agir un peu à titre de maître de cérémonie aujourd'hui. J'ai quelques informations à vous transmettre en amont de la présentation. Alors voilà, on est à la diapo 3. Je vais vous dire que nos partenaires vont vous guider sur les nouvelles exigences en matière de bien-être animal, dont le nouveau code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers a été publié le 30 mars dernier. On est à la diapo 4. Alors, pourquoi le CILQ vous offre-t-il cette séance aujourd'hui? Parce qu'après, en fait, des consultations électroniques effectuées auprès de nos membres, les transformateurs laitiers, les producteurs transformateurs laitiers, pour lesquels on a eu un portrait des enjeux, des défis et des besoins. On a analysé ces réponses qu'on a obtenues via les sondages et on a mis en place des actions pour soutenir nos membres. Donc, le bien-être animal, c'est l'un des enjeux sociaux et de responsabilité durable qui touche notre industrie. Nous avons donc profité du momentum de la publication du nouveau code de pratique pour inviter 2 spécialistes pour vous présenter les nouvelles exigences et répondre à vos questions. On est à la diapo 5. Le CILQ vous offre maintenant, depuis 2 ans environ, une gamme de webinaires qui sont échelonnés sur un calendrier annuel. Donc, en rappel, les grands dossiers traités lors de ces webinaires-là, il y a eu en novembre dernier, donc un webinaire avec des représentants du gouvernement provincial sur des subventions disponibles pour les transformateurs laitiers. Ensuite, en février dernier, on a eu une séance virtuelle avec des représentants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec pour présenter l'offre de formation de l'ITAC, un autre webinaire très, très populaire. En mars, on a eu des représentants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada qui nous ont donné des précisions sur l'appui financier disponible via le Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre du gouvernement fédéral. Encore une fois, plus de 80 participants, 100% de satisfaction, donc on pense que ça répond bien aux besoins. Il y aura d'autres présentations, d'autres séances qui sont prévues au calendrier d'ici la fin de l'année, notamment avec le Centre d'expertise fromagère du Québec. Et notre prochain rendez-vous sera la nouvelle formule de l'événement estival du CILQ en collaboration avec Novalet, Portion Forum Techno, une formule hybride avec ces 2 événements-là. On est maintenant à la diapo 6. Alors, pourquoi c'est une bonne idée de participer aujourd'hui? Alors, c'est une bonne idée parce que le code de pratique a été publié et donc, les grandes lignes directrices à l'échelle nationale pour le soin et la manipulation des animaux d'élevage vont entrer en vigueur tous éventuellement. Les codes sont construits pour répondre aux besoins et au déploiement de pratiques exemplaires. Et donc, ils favorisent des pratiques de gestion de bien-être rationnelles à l'égard du logement, du soin, du transport des animaux, ainsi que d'autres pratiques d'élevage. Le nouveau code de pratique pour le bovin laitier, en fait, va être en application en avril 2024. Je vais laisser nos spécialistes vous en donner plus à ce sujet. Donc, vous avez l'occasion aujourd'hui avec notre webinaire de vous familiariser avec les nouvelles exigences, de vous outiller pour mieux répondre aux demandes de vos clients en matière de bien-être animal. On est à la diapo 7 pour vous donner un petit aperçu de l'horaire. On va répondre aux questions suivantes. Quel est le processus qui a mené à ce nouveau code de pratique? Quelles sont les nouvelles exigences du code et comment seront-elles mises en application? Alors, on va présenter en quelques mots à la diapo suivante les conférencières
qui sont invités aujourd'hui. Alors, Chantal Fleury, agronome et directrice adjointe recherche économie pour les producteurs de lait du Québec, une très belle feuille de route et donc beaucoup d'expertise dans le sujet du jour. Ensuite, Marie-Lie, qui est vice-présidente politique et affaires réglementaires pour l'Association des transformateurs laitiers du Canada. Une autre belle feuille de route dans le milieu, la CCL, etc. Et également représentant des transformateurs laitiers sur le comité de développement du code de pratique qu'on nous présente aujourd'hui. On est à la diapo 10, en 3 secondes. On connaît les pratiques maintenant. On rappelle, juste s'assurer de fermer votre micro. Une question, on lève la main, on écrit dans la fenêtre de clavardage, je ferai le suivi. Donc, les questions, on peut les poser au fur et à mesure de la présentation, tout comme à la fin, il y aura une période de questions. Alors, n'hésitez pas, au moment où vous avez une question, posez-la, levez la main, écrivez-la dans le chat et on va y répondre. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à vous, mesdames. Bon webinaire! Bonjour, est-ce que vous voyez bien mon écran juste avant de débuter? Très bien. Parfait. Donc, merci beaucoup là, de l'invitation qu'on a eue de vous présenter le code de pratique. Comme Guyane mentionnait précédemment, là, on va vous faire un petit peu une mise en contexte de qu'est-ce qui a mené à ce nouveau code-là. Et après ça, on va vous présenter les principales exigences, là, les principaux changements qu'il y a dans le nouveau code de pratique. Puis on va se garder beaucoup de temps aussi pour répondre aux questions qu'on n'aurait pas répondues en cours de route. Donc, juste pour faire un petit historique, le code de pratique, là, les premiers codes ont paru au début des années 2000. Pour ce qui est des bovins laitiers, on est rendu au 3e code de pratique. Le dernier date de 2009. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'il n'avait pas été revu. La majorité là, des espèces en production animale ont un code de pratique. C'est vraiment un processus qui est unique au Canada, là, qu'on assoit toutes les personnes qui ont un intérêt à cœur au niveau du bien-être animal et qu'on les assoit ensemble pour arriver à un consensus pour déterminer c'est quoi les pratiques qui sont recommandées. Donc, le code de pratique, celui qui vient d'être publié, c'est sûr que ça a une grande importance pour nos producteurs de lait, principalement parce que depuis 2009, le dernier code, dans le fond, c'est ça qui a été la base du volet Proaction, du volet bien-être de Proaction. Donc, c'est les exigences qui ont été développées, qui sont validées à tous les 2 ans sur chacune de nos fermes au Canada, ont été développées à partir du code de 2009. Donc, c'est certain que le nouveau code qui vient d'être paru, éventuellement, va se retrouver également dans Proaction. Donc, c'est vraiment un document qui est très important pour nos producteurs pour savoir ce qu'ils devraient faire au niveau du bien-être. Et la particularité du Québec, c'est qu'on a la loi sur le bien-être et la sécurité des animaux du MAPAC. Et cette loi-là fait souvent référence au code de pratique pour déterminer si une pratique est généralement reconnue dans un secteur d'activité ou pas. Donc, c'est les 2 endroits là, où le code va être utilisé pour s'assurer que les animaux sur nos fermes laitières sont bien gardés. Donc, bonjour à tout le monde et puis merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, pourquoi le code est important? Je pense que Guyane l'a un peu mentionné, mais je vais répéter que le code est vraiment important, pas seulement pour les producteurs, mais vraiment pour l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les transformateurs. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les consommateurs se préoccupent de la manière dont les produits sont fabriqués et d'où ils proviennent. Donc, pas seulement d'un point de vue nutritif, mais ils veulent aussi savoir comment l'animal qui a produit le lait, donc la vache laitière, comment elle a été traitée à la ferme, comment elle a été soignée, si elles sont en bonne santé, etc. Et d'ailleurs, pour ajouter sur ce que Guyane a dit, ben, nous, à l'Association des transformateurs laitiers du Canada, l'un des objectifs de notre conseil d'administration, c'était de vraiment renforcer la confiance des consommateurs dans le secteur laitier et on pense que, évidemment, le bien-être animal est très, très important à ce niveau-là. En termes d'acceptabilité sociale, il faut voir qu'en tant que transformateur, on vend des produits. On vend des produits, donc on interagit avec les consommateurs, les citoyens, et on a besoin de cette
acceptabilité sociale. Et j'aime bien la manière dont l'acceptabilité sociale est définie par la professeure Nina von Kerserling, qui est professeure à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle dit qu'en fait, l'acceptabilité sociale, ce que ça va nous permettre, c'est une reconnaissance de la société qu'elle ne comprend pas assez bien la profession, donc dans ce cas précis, la production laitière, pour pouvoir la réglementer. Donc, dans ce contexte-là, elle va faire confiance dans le secteur pour que le secteur s'autorégule de manière à respecter les valeurs sociétales, comme si la société comprenait ce que faisaient les producteurs, les transformateurs laitiers. Donc, c'est important parce qu'on veut avoir cette confiance-là. Donc, en termes de mise, d'un peu de mise en contexte, donc à la prochaine diapo, Chantal l'a dit, le code précédent datait de 2009. Donc, en 2019, on a mis en place le comité de développement du comité de développement du code et le comité scientifique. Le rapport scientifique a été écrit et révisé par les pairs entre juillet 2019 et décembre 2020. Et le code de développement le comité de développement du code s'est réuni entre juillet 2019 et octobre 2021 pour élaborer les exigences du nouveau code. Ça a été un processus qui a pris un peu de temps parce que vous allez voir, il y a beaucoup de nouvelles exigences. Et puis aussi, c'était la période de la pandémie, donc on a fait beaucoup de réunions à travers des webinaires, donc c'était peut-être un petit peu moins efficace. Donc, en termes d'étapes pour finaliser le code, il y a eu une période de consultation du code, environ 3 mois, entre novembre 2021 et puis janvier 2022. C'est une étape très importante parce que ça nous a permis de recueillir vraiment les commentaires des personnes autres que le comité de développement du code. Durant l'année 2022, le code s'est réuni et passé à travers les commentaires et a fait des changements et des ajustements nécessaires aux exigences du code. Et Eureka, le 30 mars 2023, il y a eu le nouveau code qui a été publié. En termes de période de consultation, on a reçu vraiment, vraiment beaucoup de commentaires. C'est très bien, donc, parce que ça veut dire qu'il y a un engagement des personnes, des gens. Donc, on a eu beaucoup de commentaires, mais du coup, ça nous a pris aussi, évidemment, un peu de temps pour passer à travers, etc. Donc, presque 6000 personnes ont fait des commentaires. Il y a eu plus de 45 000 commentaires. Il y a eu des producteurs de lait, évidemment, qui ont fait des commentaires, donc à peu près 40%. Mais il y a eu aussi les citoyens et les consommateurs qui ont envoyé leurs commentaires. Donc, par exemple, au niveau des citoyens engagés et défenseurs du bien-être animal, à peu près 31% des commentaires venaient de ce groupe-là. Le chapitre qui a reçu le plus de commentaires, ça a été le chapitre sur le logement et plus spécifiquement tout ce qui était la section sur les veaux, les vaches en lactation, les vaches taries, comment ces animaux sont logés. Donc, voilà, cette diapo-là vous montre un peu qui sont les comités qui ont élaboré les exigences du code. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde et surtout d'horizons très divers. Donc, une vingtaine de personnes à peu près, des producteurs, évidemment, mais aussi un représentant de Animaux Canada, donc une société qui représente le bien-être animal, des expertises techniques, le gouvernement, des chercheurs, bien sûr des gens comme Chantal qui mettent en œuvre les programmes. J'étais aussi sur ce comité-là en tant que représentant des transformateurs. On a eu quelques observateurs aussi sur le code dont certains transformateurs et malheureusement, on n'a pas eu de représentants des détaillants. Donc, sur ce, peut-être une vue d'ensemble. Je pense que ce qui est important de vraiment comprendre, c'est que
le produit final, ce code, c'est le résultat d'un consensus. Et comme je viens de vous le montrer, on est un groupe assez important avec vraiment des horizons différents et des sensibilités différentes. Donc, ce nouveau code amène quand même une mise à jour majeure. Il y a quand même de nombreux changements. Il y a des nouvelles sections ajoutées. Il y a notamment tout un chapitre sur la formation et les responsabilités. Il y a plus d'exigences que dans le code de 2009, évidemment. Une centaine, je pense, au total. Le code est fondé beaucoup sur la science. Comme je vous l'ai mentionné, il y a eu la recherche scientifique au départ. Il y a les rapports scientifiques sont cités très souvent dans le code, à travers les exigences. Et vraiment, l'objectif du comité, c'était d'avoir une approche qui peut être aussi bien défendue auprès des agriculteurs, des producteurs, que des clients, que des consommateurs et du grand public. Donc, comme vous voyez, on s'est mis l'objectif très haut et on a travaillé très dur pour en arriver là. En termes, peut-être quelques dates. Donc, le code va entrer en vigueur le 1er avril 2024. Toutes les exigences qui n'ont pas de date précise entrent en vigueur à ce moment-là. Cependant, dans le code, il y a certaines exigences qui ont des dates spécifiques. Donc, dans 4 ans, par exemple, au 1er avril 2027, on a des exigences concernant la densité d'élevage et des opportunités de mouvement offertes aux vaches. Dans 6 ans, donc 1er avril 2029, le vélage des bovins devra se faire en stabulation libre. Et dans 8 ans, donc le 1er avril 2031, le pairage, groupage des veaux en bonne santé pour les veaux logés à l'intérieur, ainsi que la densité d'élevage pour les vaches qui passe à 1 vache par logette. Donc, voici. Donc, maintenant, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails des chapitres. Donc, on va pas passer à travers toutes les exigences, évidemment, il y en a vraiment beaucoup, mais on va passer à travers certaines qui nous semblent importantes. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Et je repasse la parole à ma collègue Chantal. Exactement. Comme Marie mentionne, il y a vraiment beaucoup d'exigences. Si jamais vous allez consulter le code pour vérifier des exigences qu'on va vous avoir parlé aujourd'hui, juste de porter attention aux termes parce que ça fait une différence sur les exigences comme telles. Lorsque vous verrez une exigence qui est écrit le mot bovin, là, on entend vraiment tous les animaux, là, dans le fond, toutes les vaches et les plus jeunes sujets qui ont sur une ferme, c'est vraiment tous les groupes d'âge. Génis, on fait vraiment référence aux animaux à partir du sevrage jusqu'à temps qu'ils arrivent au premier vélage. Dans le code, vous ne verrez pas le mot tard, là, mais des fois, on va utiliser ce terme-là. Donc, c'est vraiment ce groupe d'animaux-là. Les veaux, c'est les jeunes sujets, dans le fond, de leur naissance jusqu'à temps qu'ils soient sevrés. Et les veaux nouveau-nés, là, c'est de la naissance jusqu'à 28 jours. Fait que si jamais vous allez consulter le code, des fois, parce que vous avez des questions, juste de porter attention à ces nuances-là, là, ça fait une différence sur l'exigence comme telle. Marie l'a mentionné un petit peu, il y a un nouveau chapitre complètement là, dans le code. C'est un chapitre sur la formation et les techniques d'élevage. Ce qu'on s'attend des producteurs et de leur personnel, c'est qu'ils doivent connaître que le code existe et aussi d'en respecter les exigences. Donc, les personnes qui manipulent les animaux doivent être au courant de c'est quoi les exigences dans la manipulation puis le soin des animaux. Ils doivent aussi avoir les compétences nécessaires pour exécuter les interventions. Donc, si le producteur confie une tâche à un employé, par exemple, il doit s'assurer que cette personne est capable de le faire, qu'elle a l'expérience et les compétences pour bien mener à terme cette intervention-là. Et on ajoute également dans le code une responsabilité pour le gérant. Donc, ce qu'on demande au gérant, c'est de vraiment superviser le personnel et d'offrir des formations d'appoint si jamais ils se rendent compte que la façon que le personnel va faire les pratiques à la ferme déroge des normes de soins. Donc, il doit avoir une forme de formation continue pour les employés pour s'assurer que les soins demeurent optimales. Comme Marie l'a mentionné, là, le chapitre 2, c'est le chapitre qui a été le plus commenté. Donc, c'est le chapitre qu'on va passer un petit peu plus de temps pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles exigences. Premièrement, ce qui est nouveau là, dans le code, c'est qu'on vient faire une petite nuance entre les veaux qui sont logés à l'intérieur et ceux qui sont logés à l'extérieur des fermes. À partir du mois d'avril l'année prochaine, un producteur ne pourra plus attacher son veau dans l'étable.
Il va pouvoir garder ses veaux encore individuellement dans des parcs, donc un par un, mais le veau ne devra plus être attaché, par exemple, à une stalle. Il va devoir avoir un enclos assez grand pour permettre au veau de se retourner puis avoir des postures normales. Et on va également lui demander de commencer à mettre en place un plan pour s'en aller tranquillement vers le pairage ou le groupage en 2031. Donc, on sait que pairer, grouper des veaux, il peut avoir des défis, principalement peut-être au niveau de la santé des animaux. Donc, c'est important de s'assurer que le producteur, avant qu'il fasse le pairage ou le groupage de ses veaux, qui est optimal dans toutes les pratiques à la ferme, c'est ça qu'on va lui demander de réfléchir avec un conseiller pour qu'en 2031, les veaux qui sont en bonne santé, robustes ou compatibles puissent être soit en paire ou en groupe. Non, c'est correct. Je vais appeler Au Adeline niveau Tremblay, je vais lui confirmer. des veaux qui sont logés à l'extérieur, donc les veaux peuvent être logés individuellement à l'extérieur dans des huches, comme vous voyez à l'écran, puis ils pourront encore être attachés. L'objectif, c'est vraiment que le veau puisse aller à l'extérieur pour se promener puis sortir un petit peu excusez, de la huche pour aller contrôler un petit peu sa température. On veut s'assurer aussi que les veaux puissent se toucher entre eux. Donc, ils ne doivent pas seulement se voir, ils doivent pouvoir se toucher. Excusez-moi. Et ils doivent donc les chaînes doivent être assez longues pour permettre le contact avec les autres veaux. Puis si les veaux sont attachés dans les huches, on va demander au producteur d'utiliser des colliers pour attacher les veaux pour offrir plus de bien-être à leurs veaux. Au niveau des vaches en lactation, à partir du 1er avril 2027, les vaches ne pourront plus être attachées continuellement dans tout leur cycle de production. Ce qu'on entend par cycle de production, c'est d'un vêlage à l'autre. Donc, la vache, elle vêle, elle donne du lait. On inclut également la période de tarissement, donc toute cette période-là qui dure habituellement 365 jours. On va demander aux producteurs de trouver une façon de les détacher un moment pendant cette période-là. Pour l'instant, les études n'étaient pas claires de c'est quoi la fréquence minimum que les producteurs doivent détacher leurs animaux. Donc, ça, on va revenir le préciser dans les prochaines années avec les études qui sont en cours présentement. Donc, d'ici avril 2027, on va venir expliquer aux producteurs c'est quoi le minimum de durée que les animaux doivent être détachés et aussi la fréquence à laquelle ils sont. Donc, ça va nous donner du temps là, de peaufiner cette exigence-là. Et on demande aussi aux producteurs qui construisent une nouvelle étape à partir d'avril l'année prochaine de s'assurer que les étapes qu'ils vont construire vont permettre une liberté de mouvement à tous les jours à longueur d'année. Donc, c'est une nouvelle exigence qu'on ajoute là, pour les nouvelles constructions. Pour ce qui est justement des nouvelles constructions, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là, une nouvelle construction, c'est vraiment une nouvelle étape où que les vaches, dans le fond, vont être toutes déplacées dans un nouveau bâtiment. On n'a pas inclus les agrandissements et les rénovations là, dans cette exigence-là, comme qu'on peut voir dans d'autres codes de pratique. L'objectif en arrière, c'était vraiment de s'assurer que le producteur, par exemple, qui a des stalles qui ne sont pas tout à fait la bonne dimension pour ses animaux, se limite pas à faire des rénovations pour améliorer le bien-être de ses animaux. Ou par exemple, un producteur qui a une quarantaine de vaches qui voudrait augmenter le nombre de stalles pour augmenter son nombre de vaches en attendant d'acheter tranquillement du quota, ne soit pas limité en attendant de faire un projet plus ambitieux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas inclus les agrandissements et rénovations là, dans cette exigence-là. Donc, c'est vraiment quand les vaches sont vraiment tout déplacées dans un nouveau bâtiment, ces vaches-là vont devoir avoir accès à de la liberté de mouvement tous les jours à longueur d'année. Mais il sera toujours possible là, pour quelqu'un qui veut acheter une nouvelle étape qui est déjà existante de l'acquérir si elle respecte les autres exigences qu'on va vous présenter aujourd'hui. Au niveau de l'heure de vêlage, dans le fond, ce qu'on demande aux producteurs, c'est de s'assurer qu'il y ait une heure de vêlage, soit ça peut être individuel ou en groupe, qui fournit suffisamment d'espace à la vache et le veau, puis que ça soit sécuritaire, propre, qu'il soit séparé du reste du troupeau en lactation, là, puis qu'il soit suffisamment grand pour aider la vache là, si elle a besoin d'aide. Puis à compter de 2029, on va demander à tous nos producteurs là, de s'assurer que les vaches veillent dans des enclos de vêlage, des cours ou des pâturages. Il faut vraiment que la vache puisse pouvoir bouger comme qu'elle souhaite lors du vêlage. Puis on va également mettre cette exigence-là à partir de l'année prochaine là, pour les étables là, qui vont être construites à partir d'avril 2024.
Au niveau des stalles, on est venu préciser que dans le fond, le producteur doit porter attention au fait que la grandeur de ses stalles puis les composantes qui sont reliées à la stalle, pour que ça soit compatible. Donc, s'assurer justement que ça soit de la bonne dimension pour la grosseur de ses animaux. Puis aussi s'assurer d'éviter au minimum les blessures, réduire la boiterie. Puis qu'il faut que la stalle permette vraiment à l'animal de se reposer confortablement. Pour y arriver, on vient vraiment préciser que l'attache, donc par exemple la chaîne dans une stablation entravée ou les autres entraves qu'il peut avoir autour de la tête, euh, ne l'empêche pas de venir mettre la tête de se reposer sur son corps. Donc, on veut vraiment avoir une belle liberté au niveau de la tête pour que la vache qui veut se coucher avec la tête sur le corps puisse le faire. Donc, c'est un élément qu'on vient ajouter. Et on vient également dire que les cornadis, mais vraiment les cornadis pour les stabulations entravées, comme qu'on peut voir à l'écran, qui viennent de chaque côté là, de la tête, vont être interdits à partir de l'année prochaine. Au niveau des dresseurs électriques, ils sont toujours permis, mais ils doivent être utilisés que pour entraîner ou rééduquer un animal. Donc, ce qu'on veut voir, c'est quand on arrive sur une ferme, c'est que les dresseurs sont utilisés seulement pour les animaux qui en ont besoin et non pour tout le troupeau. Puis pour ce faire, il faut que le producteur s'assure d'avoir des dresseurs qui sont sécuritaires, ajustables en hauteur, puis bien positionnés sur le dos de l'animal pour ne pas empêcher l'animal d'avoir une posture normale, là, donc pas l'empêcher de se nourrir, de se tenir debout, de se coucher. Donc, c'est les exigences qu'on va vérifier quand on va aller sur les fermes. Au niveau de du seuil d'espace par animal, on a la densité animale demeure qui était dans l'ancien code, donc on veut un maximum 1,2 vaches par logette. Ça, c'est vraiment le maximum qu'on veut en tout temps là, sur les fermes. Mais on vient mentionner qu'à partir d'avril 2027, la densité animale ne devra pas dépasser 1,1 vache par logette. Donc, on vient diminuer tranquillement la logette et on vise en avril 2031 une vache par logette. Quand on parle normalement, mentionné là, ne devra pas dépasser normalement, c'est qu'on comprend que les vélages ne sont pas constants toute l'année. Donc, il peut y avoir certaines périodes de l'année qui va avoir un nombre d'animaux un petit peu supérieur, mais l'objectif, c'est vraiment d'expliquer au producteur que l'objectif, c'est vraiment de tendre vers une vache par logette, puis qu'il doit mettre en place les pratiques ou la gestion de son troupeau pour y arriver. Donc, c'est une nouvelle exigence là, qui va rentrer progressivement dans les prochaines années pour permettre aux producteurs de s'ajuster. Et également au niveau des enclos, l'aire de repos, là, dans le fond, l'endroit que les animaux peuvent se coucher, pour ceux qui n'ont pas des logettes comme qu'on voit à l'écran, on vient dire que c'est un minimum de 100 pieds carrés là, que la vache doit avoir là, pour être capable de se coucher confortablement. Donc, en résumé, pour les veaux, la tâche va être permise uniquement à partir de l'année prochaine à l'extérieur dans les huches. Pourquoi qu'on la permet à l'extérieur et non à l'intérieur? C'est vraiment au fait que à l'extérieur, ça peut offrir une meilleure qualité de l'air que des fois les installations qu'on va avoir à l'intérieur. Puis on voulait également offrir une possibilité au producteur d'avoir une façon de garder des veaux dans un environnement qui va être acceptable là, pour lui. Et dans la période de consultation, on avait mentionné de mettre des enclos autour des huches, mais c'est sûr qu'au niveau du côté pratique, là, avec nos hivers, ça peut venir compliqué de nettoyer les huches convenablement quand il y a des tempêtes de neige. Donc, c'est pour ça que la tâche a été permise là, pour les huches à l'extérieur. À l'intérieur, les veaux vont pouvoir être logés individuellement jusqu'en 2031, mais le producteur va devoir réfléchir à comment il va pairer ou couper ses veaux à ce moment-là. Et à l'extérieur, les veaux peuvent être soit gardés individuellement ou ils peuvent être gardés aussi en paire ou en groupe avec des huches qui sont un petit peu plus grandes. C'est également possible de le faire. Et il n'y a pas d'obligation particulière pour les nouvelles constructions là, à ce niveau-là. Il y a également beaucoup d'informations. Si jamais vous avez des questions au niveau du pairage et coupage, là, il y a eu une très grande littérature qui a été faite pour le code de bovin laitier, celui qu'on parle présentement, mais également pour le code de veau lourd qui a été publié il y a quelques années. Donc, si jamais des fois vous allez chercher de l'information, là, c'est vraiment une mine d'or d'informations, gênez-vous pas pour aller la consulter. Et également, les préambules là, des exigences peuvent vous donner beaucoup d'informations sur comment qu'on peut faire là, pour pairer et grouper les veaux là, convenablement. Au niveau des génisses, peut-être qu'en lisant le code, des fois, c'est pas clair de qu'est-ce qu'on exigera des producteurs là, sur les nouvelles exigences. Donc, les génisses, je rappelle, c'est du sevrage jusqu'au vêlage.
ça va toujours être possible de les loger en stabilisation entravée. La seule exigence qu'on ajoute, c'est vraiment au niveau des attaches et des entraves, s'assurer qu'on ne vient pas limiter le mouvement de la tête et le repos. Donc, c'est la seule exigence qui est ajoutée au niveau de ce groupe d'animaux-là. Au niveau des vaches en lactation, comme je mentionnais, dans le fond, on veut s'assurer que les vaches vont être détachées à un moment dans leur cycle de production, mais la durée et la fréquence de liberté de mouvement est toujours à définir. Donc ça, on devrait avoir plus d'informations dans les prochains mois, années, sur ça va être quoi le minimum. La densité d'animal va diminuer tranquillement avec l'objectif en 2031, c'est vraiment d'avoir une vache pour chacune des logettes de l'entreprise. Donc, laisser le temps aux producteurs de bien planifier ces choses. Et il y a également l'exigence sur l'aire de repos pour ceux qui ont un enclos que tous les animaux sont logés ensemble. Et la nouvelle exigence pour les nouvelles constructions, donc qui doivent permettre une liberté de mouvement à tous les jours, à l'année longue. Ça va être une exigence pour ceux qui se construiront à partir de l'année prochaine. Donc, au niveau du vêlage, l'obligation pour les nouvelles constructions, c'est l'année prochaine, mais pour toutes les autres étapes, c'est à partir d'avril 2029. On veut que les bovins puissent vêler dans des enclos de vêlage, des cours ou des pâturages afin de leur permettre de se retourner. Donc, ici, ça fait le tour de notre chapitre logement. Je ne sais pas si Guyane, tu as eu des questions en cours de route ou si on enchaîne avec l'autre chapitre. J'entends pas, mais je crois que tu dis que je peux continuer. Pardon. En fait, on a eu une question qui demandait d'avoir accès à votre présentation. Alors, on va faire suivre la présentation juste pour le bénéfice de toutes et de tous. Le lien est dans la fenêtre de clavardage pour le téléchargement de la présentation et il vous sera également envoyé par courriel. Alors, je pense qu'on peut continuer, mesdames. Donc, au niveau du chapitre aliments et eau d'abreuvement, on ne vous a pas toutes présenté les exigences. On a vraiment résumé celles qui peuvent peut-être plus vous intéresser. Au niveau des veaux, on est venu préciser la quantité de lait qu'un veau doit recevoir, là, donc de jusqu'à 7 jours, puis après ça, de 7 à 28 jours. Donc, on est venu préciser ça va être quoi la quantité, soit de lait ou de lait de remplacement qu'un veau va devoir recevoir. Une nouvelle exigence au niveau du sevrage, donc de venir mentionner que le sevrage ne doit pas être terminé avant 8 semaines d'âge, puis il doit se faire de manière progressive sur au moins 5 jours. Et il y a également une précision qui est ajoutée dans ce code-ci pour mentionner que ni la glace ni la neige sont des sources convenantes d'eau. Donc, c'est les principaux changements de ce chapitre-là qui ont été introduits avec cette nouvelle version du code. Donc, je vais laisser Marie prendre le relais pour le prochain chapitre. Merci Chantal. Donc, chapitre 4. Donc, en fait, les petits numéros, là, ça se réfère au chapitre. Donc, si vous voulez ensuite aller voir plus de détails dans le code lui-même, les numéros se réfèrent au chapitre et aux sections. Donc, la pratique d'élevage, chapitre 4, elle contient vraiment d'importantes sections comme la manipulation, le déplacement des bovins, les interventions chirurgicales et la gestion du tarissement, etc. On va juste passer à travers quelques-unes. Donc, ici, c'est vraiment la section sur la manipulation, le déplacement et la contention des bovins. Donc, ce qu'on dit, c'est que le personnel doit vraiment connaître le comportement des bovins et doit utiliser des méthodes de manipulation en douceur. Qu'est-ce qu'on entend par manipulation en douceur? C'est vraiment de réduire le bruit et les autres sources de stress de l'environnement pour que la vache se sente vraiment en sécurité. Et au niveau de l'interaction du personnel avec les bovins, elle doit se faire de manière calme et patiente. Ensuite, une exigence au niveau des aiguillons électriques. Les aiguillons électriques ne sont pas permises pour les manipulations de routine. Cependant, elles sont encore possibles d'utiliser des aiguillons électriques dans certains cas bien spécifiques, comme par exemple lorsque la sécurité de l'animal est menacée. Juste un commentaire qu'on a reçu vraiment beaucoup de commentaires sur les aiguillons, autant du côté des producteurs en fait que des citoyens ou des consommateurs. Et certains producteurs ont mentionné que ils l'utilisaient, d'autres ont dit non, je l'utilise pas. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé sur cette exigence qui dit on n'en a pas besoin pour manipuler pour les manipulations de routine, mais peut-être dans certains cas très spécifiques.
Exigences sur les manipulations abusives qui sont complètement inacceptables et le code définit dans le préambule ce qu'on appelle des manipulations abusives, donc comme par exemple donner des coups de pied, battre, frapper, tordre la queue de l'animal, etc. C'est complètement interdit par l'exigence. Donc, si on passe à la prochaine diapo, donc les autres éléments à considérer pour déplacer ou manipuler des bovins à terre, donc essentiellement deux nouvelles exigences. La première, c'est vraiment si un animal ne peut pas se lever ni bouger, il faut arrêter d'essayer malgré tout de la lever. La deuxième exigence, c'est vraiment plus au niveau des consignes pour l'utilisation acceptable d'un aiguillon électrique dans le cas où l'animal est à terre. Donc, mais comme vous le voyez dans l'exigence, c'est très encadré et c'est seulement en consultation avec un médecin vétérinaire. Donc, celle-ci de diapo, c'est sur les interventions chirurgicales et autres pratiques d'élevage. Juste souligner de nouveau que la première exigence, c'est vraiment, on remet l'accent sur l'aspect de compétence du personnel, c'est vraiment important. Et puis, il y a une exigence sur le fait que les animaux ne doivent pas être marqués ni à froid ni à chaud. C'est formellement interdit. Donc, la prochaine, c'est donc un nouveau chapitre sur la santé des bovins. Guyane, tu m'arrêtes s'il y a des questions, mais sinon, j'assume qu'il n'y a rien et puis je continue. Non, tout va bien, je vous fais signe. Parfait, excellent. Donc, le chapitre 5 sur la santé des bovins, c'est un chapitre très important pourquoi? Parce que les problèmes de santé, ça cause de la douleur et de l'inconfort et puis c'est vraiment nuisible au bien-être des animaux. Donc, ce chapitre-là, on regarde des sections comme sur la santé du troupeau, santé des veaux, santé des pieds, des membres et puis le soin des bovins malades. Donc, cette exigence qui est à l'écran, donc 3 exigences. Et la dernière exigence sur les dossiers médicaux, ça va permettre de mieux suivre les résultats cliniques, d'avoir ces dossiers médicaux-là qui sont examinés avec le médecin vétérinaire. Et puis également, à noter le fait que le médecin vétérinaire est très impliqué. Donc, dans pas mal d'exigences, là, on implique plus le médecin, le vétérinaire. Donc, la prochaine diapo, c'est le soin des animaux malades, blessés ou fragilisés. Ici, vraiment, c'est le rétablissement d'un animal. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le rétablissement d'un animal malade ou blessé, ça dépend beaucoup de la rapidité et des soins qu'il reçoit. Ce qui explique un peu ces 2 exigences qu'on a ici, où on demande que le personnel soit capable, encore de nouveau, cette notion de compétence pour détecter dès que possible les signes de blessures, de boiterie et de maladies, parce que ça va permettre ensuite de donner rapidement les soins nécessaires aux animaux. Donc, la prochaine diapositive, c'est sur la gestion du vélage. Donc, 2 nouvelles exigences pour la gestion du vélage, alors qu'avant, il n'y avait que des pratiques recommandées donc dans le code de 2009. Donc, les 2 exigences sont que des mesures doivent être prises pour que les bovins vèlent dans une aire de vélage désignée et que les vaches qui s'apprêtent à véler doivent être observées tous les jours et à des intervalles réguliers correspondant aux besoins de l'animal. En termes de santé des veaux, la nouveauté au niveau de cette exigence, c'est le seuil de 10%. Donc, si ce seuil est dépassé, des mesures correctives doivent être mises en place au niveau des fermes.
Rapidement sur le colostrum, on spécifie ici vraiment les veaux mâles et femelles pour pas qu'on différencie que les mâles, les veaux mâles reçoivent moins de colostrum que les femelles. Donc, on met l'accent sur ce point-là. La promotion d'une santé optimale des pieds et des pattes, c'est un rapport à la boiterie. Donc, on le sait, la boiterie est un état douloureux et qui peut conduire à l'envoi précoce de la vache à la réforme. Donc, l'identification et puis le traitement précoce réduisent les effets vraiment négatifs de la boiterie sur le bien-être animal. Donc, deux exigences, dont une qui permet de mettre des cibles pour des boiteries et les blessures et de prendre des mesures correctives quand c'est nécessaire. Le parage des onglons, c'est aussi important parce que c'est un élément clé pour prévenir la boiterie. Donc, ces deux sections-là sont évidemment un travail de concert. Et puis, les 4 exigences que vous voyez sont sur la diapositive. Un autre chapitre, le chapitre 6, c'est vraiment sur le préparatif pour le transport. Donc, en fait, c'est en rapport pour le bien-être, les bien-être des bovins, ces derniers doivent être transportés sans souffrance inutile. Et puis, on sait que les consommateurs sont très sensibles à ça et qu'ils s'attendent à ce que le transport se fasse bien. Donc, juste un résumé de cette exigence qu'il faut retenir, c'est que les exigences de ce chapitre découlent directement du règlement sur la santé des animaux, donc du gouvernement, donc le règlement gouvernemental. Et puis, elle s'applique seulement au niveau de la ferme. Donc, une fois que l'animal est dans le camion, qu'il est transporté, il n'y a pas d'exigence dans le code qui s'applique à ce moment-là. Il y a à noter un nouvel arbre de décision en annexe qui permet de décider si l'animal est apte ou pas au transport. Donc, c'est assez visuel et on espère que ça va aider les producteurs. Le dernier chapitre, l'euthanasie, c'est pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, pratiquer l'euthanasie en temps opportun, ça permet vraiment d'éviter des souffrances prolongées de l'animal. Donc, c'est un chapitre quand même bien important. Par rapport au code de 2009, il y a l'ajout de beaucoup plus de détails sur les méthodes acceptables. Il y a un exemple d'arbre de décision qui est rajouté en annexe, des nouvelles exigences de nouveau en termes de formation et de compétences et également des nouvelles exigences sur la procédure. Donc, ça complète le survol des 7 chapitres du code. Et puis, je vais repasser la parole à Chantal pour conclure. Comme on vous a mentionné tout le long, là, ce qu'on vous a présenté comme exigence, quand vous ne voyez pas de date, c'est vraiment, ça va être en application l'année prochaine au mois d'avril. Après ça, les autres dates à retenir, c'est avril 2027. Donc, on ne veut plus voir les vaches attachées pendant tout le cycle de production. Donc, la fréquence et la durée va être déterminée ultérieurement, mais on veut envoyer le message aux producteurs qui doivent trouver un moment où ils pourront détacher leurs animaux. Et la densité d'élevage va diminuer à 1,1 vache par logette. L'élevage dans un enclos, ça sera à partir d'avril 2029 et le pairage-groupage des veaux à partir d'avril 2031, tout comme la densité d'élevage d'une vache par logette est également prévue en avril 2031. Donc, comme je vous mentionnais, l'ancien code, les exigences ont servi comme base du volet bien-être de Proaction. Donc, maintenant que le nouveau code est publié, on va prendre ces exigences-là puis on va les intégrer à Proaction. Donc, on en a quand même pour un petit bout. Je dirais de 2023 à 2026, ça va être le développement des nouvelles exigences du volet bien-être de Proaction. Une partie de ces exigences-là devrait entrer en vigueur à l'automne 2025 et le reste, ça devrait être à l'automne 2027.
Ce Alors, qui veut dire... Chantal, on Oui? a une petite question, je te coupe à l'instant. On voudrait savoir si les exigences du nouveau code sont ou seront partie intégrante de Proaction. Oui, c'est ça, on va les mettre dans Proaction. Ce qui est à l'écran, c'est vraiment, même si les exigences pour le code viennent, la plupart en force à partir du mois d'avril l'année prochaine, nous, il faut prendre le temps de les intégrer au volet, donc on ne va pas les valider à la ferme, tout de suite, tout de suite, là. Il y a un délai pour tout mettre ça. L'ancien code de 2009, on était capable de commencer à le valider à partir de 2017, mais maintenant, on a plus d'expérience, donc ça devrait être beaucoup moins long. Il y a beaucoup d'exigences que c'est de mettre à jour là, des exigences qui sont déjà dans Proaction. Donc, une portion devrait arriver à l'automne 2025 dans les validations de Proaction et le reste des exigences devra vraisemblablement être là en automne 2027. Pour ce qui est un peu de quand est-ce que vous allez savoir quelle exigence arrive en fonction, habituellement, là, si on veut mettre des exigences en place à l'automne, l'hiver, printemps précédemment, on fait les formations pour nos producteurs. Fait qu'à ce moment-là, on va avoir une bonne idée de comment que toutes les exigences vont être intégrées là, au volet bien-être. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de les intégrer. Mais on va voir, là, on vient de commencer des discussions pour voir un petit peu comment ça pourrait atterrir dans Proaction. Donc, il reste tout là, on a un peu ce qu'on attend des producteurs, mais après ça, il va nous rester toutes les discussions à voir comment qu'on valide, comment qu'on s'assure de l'uniformité des personnes qui vont sur les fermes. Il y a peut-être des scénarios qu'on n'avait pas vus quand on a fait le code qu'il va falloir réfléchir. Il peut y avoir aussi d'autres résultats d'études qui vont apparaître en cours de route, qui vont venir bonifier ou améliorer les exigences. Donc, c'est tout le travail qui va être fait dans les prochaines années. Alors, merci, mesdames. Merci, Chantal. Merci, Marie. On a eu quelques questions en cours de route. Maintenant, c'est vraiment une période dédiée pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à lever la main, l'inscrire dans la fenêtre de cavardage si vous préférez. Alors, Chantal et Marie sont disponibles pour répondre à vos questions. Alors, je vais peut-être y aller, moi, pour réchauffer un peu la salle. Alors, pourquoi, mesdames, la séparation vache-veau n'est pas abordée dans le code? Mais ça a été un enjeu qui a été discuté au début de la révision du code de pratique. Il y a eu une revue de littérature qui a été faite, mais présentement, il y a peu de recherche qui est faite sur la séparation du veau avec sa mère, mais surtout les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, personne ne le fait de la même façon. Donc, il y a des études, ils laissaient 48 heures, d'autres qui laissaient plusieurs semaines. Donc, c'était difficile de dresser vraiment, de déterminer est-ce que c'est mieux ou pas que ce qu'on connaît présentement. Donc, à ce code-ci, il n'y avait rien parce que les études ne nous permettaient pas de connaître comment on pourrait faire les choses différemment puis comment former nos producteurs sur ce point-là. Mais on peut s'attendre à ce que d'ici le prochain code, il y ait d'autres études puis qu'il y aura peut-être des réponses qui vont nous permettre de voir est-ce que la façon qu'on le fait présentement est optimale ou il y aurait des améliorations possibles. Oui, et puis je rajouterais que si c'est pas inclus dans ce code, c'est pas parce qu'on pense que l'enjeu est pas important. C'était là ça a été identifié dans les recherches, le rapport de recherche. C'est juste comme Chantal a dit, à ce stade-ci, le comité se sentait pas encore très à l'aise d'avoir suffisamment de fondements scientifiques pour aller avec des exigences dans le code. Mais on est très confiant que ça va venir, qu'il va y avoir des nouvelles études et certainement ça va être discuté. Excellent, merci. Alors, vous avez toujours l'occasion, si vous voulez, de poser une question. J'en ai une autre pour vous. Alors, mesdames, il y a M. Graveline. Alors, M. Graveline, si vous voulez ouvrir votre micro. Marie et Bon, Chantal. bonjour, mesdames. J'aurais une simple question. Je voulais savoir, est-ce que les fréquences de visite de Proaction seront augmentées par rapport que le code a été changé ou les fréquences vont rester pareilles? Puis ça sera avec les vétérinaires ou les suivis avec d'autres corps de métier qui vont prendre le relais à ce moment-là pour s'il arrive un écart ou une mauvaise pratique, là. Donc, c'était ça ma question. Merci. La fréquence de validation de Proaction ne va pas changer. Ce qu'on fait présentement, c'est que toutes nos fermes sont validées une fois aux 2 ans. Donc, on fait le tour de toutes les fermes une fois aux 2 ans.
Mais c'est sûr que la liste de choses qu'on vérifie à la ferme, elle va changer avec le nouveau code. Là. Comme je vous dis, on va prendre les prochaines années pour intégrer ça. Mais comme vous avez pu voir, le médecin vétérinaire est beaucoup plus présent dans les nouvelles exigences qu'il était dans les dernières. Donc, je peux facilement voir qu'il y a peut-être des documents qu'on va demander au médecin vétérinaire du troupeau de confirmer certains éléments qui pourraient s'ajouter à Proaction. C'est sûr que les discussions n'ont pas eu lieu encore, là, mais ça peut être quelque chose qu'on pourrait voir de plus là, versus qu'est-ce qu'on valide présentement avec Proaction. Super, merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? En attendant, moi, j'en ai une autre pour vous, mesdames. Alors, quelles sont les exigences en termes d'accès au pâturage? À ce niveau-ci, en fait, il n'y a pas d'exigence. Le code a des recommandations de bonnes pratiques, mais il n'y a pas d'exigence en tant que telle. Il n'y a pas d'exigence, mais quand on mentionnait l'exigence de la liberté de mouvement entre un village à l'autre, c'est sûr que ça peut être une façon pour certains producteurs de s'y conformer, de dire que toutes ces vaches, durant du printemps, l'automne, vont à l'extérieur, par exemple, durant la nuit, on va dire. Ça peut être le type de pratique qu'un producteur va choisir pour se conformer à l'exigence. Mais il n'est pas obligé nécessairement de les envoyer à l'extérieur, mais ça fait partie des options qui vont s'offrir à lui pour se conformer à cette nouvelle exigence-là. Excellent. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse ou des questions qui surgissent après le webinaire, sachez que nos conférencières vont se rendre disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les acheminer par courriel au CILQ. Vous avez dans la fenêtre de clavardage l'adresse courriel pour nous envoyer votre question. Un formulaire électronique vous sera également acheminé et l'adresse se trouve aussi dans la fenêtre de clavardage pour que vous nous fassiez part de vos commentaires en lien avec votre participation d'aujourd'hui. Également, sachez que la vidéo donc a été enregistrée, qu'il y aura une vidéo enregistrée de la séance d'aujourd'hui et que lorsqu'elle sera disponible, on vous acheminera le lien que vous pourrez faire suivre, par exemple, à vos collègues, que vous pourrez revisionner en mode asynchrone. Donc, le lien vous sera acheminé. En guise de rappel, il y a également dans la fenêtre de clavardage le lien pour le site du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage où vous trouverez également une pléiade d'informations qui peut vous être utile. Également, un lien dans la fenêtre de clavardage qui vous permettrait d'aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, avec le visionnement d'un webinaire que Chantal a présenté il y a quelques jours. Donc, vous allez pouvoir également aller à cette adresse-là si vous êtes intéressé. Alors, nous espérons avoir l'occasion de vous revoir très bientôt dans l'un ou l'autre de nos événements. Vous savez sans doute que le CILQ a 60 ans cette année. On a une programmation spéciale. On a des prochains arrêts du parcours de notre caravane 60e anniversaire. Donc, un webinaire le 10 mai prochain avec Mathieu Frigon de l'Association des transformateurs laitiers du Canada également sur le processus de consultation qui est actuellement en cours sur le nouveau code de conduite de l'industrie alimentaire du Canada. Votre voix est importante. Venez entendre qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'industrie à ce sujet-là. Le lien se trouve dans la fenêtre de clavardage également. Dernier rendez-vous auquel je vous convie, notre rendez-vous estival, l'école d'été, le 13 juin prochain, collaboration avec Novalet, recherche scientifique, résultats, forum techno de Novalet et activités sociales et de réseautage du CILQ en formule hybride. Donc, le lien également se trouve dans la fenêtre de clavardage. Suivez-nous sur les médias sociaux, c'est la meilleure façon d'avoir les dernières actualités de notre industrie et la liste de toutes nos activités. Merci encore beaucoup à nos conférencières
pour cette présentation. Je pense qu'il y a un réel intérêt. Le consommateur veut savoir, on a des réponses, on peut progresser dans ce dossier-là ensemble. Alors, merci d'avoir participé également à nos participants. Et donc, on vous souhaite un bel après-midi et on vous retrouve très bientôt. Excuse-moi, Merci. Guyane, j'aurais une Oui. question. Ben, Une dernière bien sûr. petite question avant de quitter. Je voulais savoir comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences pour un producteur qui ne se conformerait pas au nouveau code. Comment est-ce que ça fonctionnerait? Puis son lait il serait traité comment? Mais dans le fond, comme je vous mentionnais, les exigences vont être prises et mis dans Proaction. Donc, après ça, quand ils vont avoir été implantés avec Proaction, si un producteur ne se conforme pas, il perd son accréditation Proaction après le 1er août 2023, il ne pourra plus mettre en marché son lait. Donc, ça va être la conséquence là, pour une non-conformité. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.